Émission 939. Cette semaine, Carniard et le retour du festival Vitesse Lumière. De Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis très content de m'entretenir avec Carniard. Carniard est un artiste multidisciplinaire qui fait dans le court-métrage depuis plusieurs années pour les habitués du Festival Space ici à Montréal. C'est une figure importante. Il a été aussi membre du groupe Philatelia Cola qui, dans les années 90, faisait des sketchs sur VHS. Ils ont travaillé aussi à la télé communautaire de Québec. C'est un groupe mythique qui a beaucoup influencé les gens qui sont justement amateurs du Festival Space, du Festival Vitesse Lumière, bien sûr. Il a fait de la bande dessinée. Carniard a tout fait. C'est quelqu'un que je fréquente de façon régulière depuis quelques années dans le cadre de festivals, d'événements. Je l'apprécie énormément. Et là, j'étais super content de pouvoir jaser avec lui concernant le retour du Festival Vitesse Lumière à Québec. Un festival qui fait dans le genre du court-métrage, d'horreur fantastique, science-fiction, et qui était absent depuis maintenant presque 7 ans. En 2019, Carniard était venu à l'émission pour nous parler de la fin du festival. Et là, tel le phénix revenu de ses cendres, le festival va revenir pour une nouvelle édition les 27, 28 et 29 mars prochains. Donc, on parle un peu de son background, de ses influences, du genre au Québec, qui est une question qu'on se pose souvent, mystérieux étonnant. Pourquoi le genre semble ne pas fonctionner, en tout cas au niveau des institutions, parce que le public est au rendez-vous. Puis, finalement, on culmine avec le festival qui semble être une très belle édition pour un retour pour Vitesse Lumière. Donc, très content. Peut-être un épisode aujourd'hui d'entretien qui est plus pour les initiés, mais je pense que vous allez y trouver votre compte, surtout si vous êtes amateur de court-métrage, si vous êtes fasciné par le milieu du court-métrage, surtout le milieu du court-métrage qui fait dans le genre et qui est d'origine québécoise. Comme à chaque semaine, je vous rappelle qu'on a un Patreon pour les gens qui veulent nous aider à financer le projet des Mystérieux Étonnants, un podcast qui est en activité depuis plus de 20 ans maintenant parce qu'on a franchi le cap des 20 ans en janvier dernier. Donc, si vous voulez nous aider, il y a un lien dans le descriptif de l'épisode que vous écoutez en ce moment qui vous amène vers Patreon, une plateforme que je pense que vous connaissez maintenant, qui est super facile là. Si vous voulez vous inscrire ou même vous désinscrire, donnez pendant 1 mois, 2 mois, arrêtez. Et en échange de votre contribution, on vous donne des goodies. Donc, vous avez accès à Bifurcation, un podcast 100% exclusif pour les membres Patreon. On fait des cycles dédiés à des réalisateurs, à des créateurs. Et en ce moment, on fait 2 cycles en parallèle. On a le cycle dédié à David Bowie au cinéma et un autre que je fais avec un auditeur des Mystérieux Étonnants, très féru dans la matière. On parle de Astérix et Obélix. Et là, on en a une coupe dans le canon, donc on en a une coupe de préparer déjà. Vous avez accès à ça à partir du moment que vous vous inscrivez au Patreon. Vous avez l'archive des plus de 185 épisodes, donc ça vous fait du contenu en masse. Aussi, si ça vous intéresse, on a un Discord. Discord, c'est un serveur privé qui est destiné aux membres Patreon des Mystérieux Étonnants. Les gens y partagent des articles, on écoute des films des fois, entre autres durant la période d'Halloween, la lutte également. C'est une super de belle communauté. En fait, c'est ce que Internet devrait être à la base. Donc, c'est Internet, comme j'aime le dire, mais sans trou de cul. Donc, si vous abonnez au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme et je vais vous donner le lien. C'est pas automatique, contrairement à Bifurcation, ça se fait tout seul. Donc, j'espère que vous aimez cette nouvelle formule pour 2026. Je vous rappelle qu'une semaine sur 2, on fait une entrevue. Sur l'autre semaine, c'est avec toute l'équipe. Donc, on a bien hâte de vous revoir la semaine prochaine. Commentaires, suggestions, questions, que ce soit pour des invités ou juste pour parler avec nous de choses qui vous intéressent en ce moment. Il y a aussi un lien dans le descriptif de l'épisode. Ça vous amène vers un SpeakPipe. Donc, c'est une boîte vocale. Vous pouvez même réécouter votre message avant de l'envoyer. Et donc, vous pourriez faire partie de l'émission par les ondes audio. Voilà. Donc, merci énormément de votre appui. En espérant avoir de vos nouvelles concernant la série d'entrevues. J'espère que vous aimez ça. En espérant recevoir des nouvelles aussi concernant whatever, qu'importe ce que vous voulez nous parler à travers la boîte vocale. Je vous laisse avec Carniard. J'y suis également, n'inquiétez-vous pas. Puis on se dit à la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Bye bye. Fait qu'on se disait juste avant justement de commencer l'émission avec Carniard que ça datait de vraiment très longtemps. J'ai regardé la date.
2009, la dernière fois que tu es passé en studio, dans le temps qu'on était à la radio web de l'UQAM. Donc, ça fait quand même un petit bout. Tu parlais de la fin de Vitesse Lumière, mais t'es-tu revenu depuis? Ça veut-tu dire que tu es revenu? Oui, je suis revenu depuis. Je suis revenu depuis parce que j'étais de retour à Québec, puis on avait fait, c'était pendant la COVID, il me semble, on avait fait un petit quelque chose. C'est vraiment, j'avais fait une petite apparition rapide. Ah, c'était pour plugger la fin de Vitesse Lumière, ça se peut-tu? Je parlais de la fin de Vitesse Lumière, puis je me suis... Écoute, ça fait un petit moment quand même, ça doit faire quand même... ça fait quand même 6 ans là, au minimum, fait que... Ouais. En tout cas, écoute, je suis content d'être là, anyway. Content de te recevoir. Écoute, je sens qu'il y a beaucoup de vases communicants entre les Mystérieux Étonnants, la gang de Vitesse Lumière, la gang de Space. Ça me fait toujours plaisir quand je vais à Space puis rencontrer des auditrices, des auditeurs, des Mystérieux Étonnants. Puis je suis sûr qu'on a aussi des auditrices, des auditeurs qui vont à Vitesse Lumière du Monde de Québec. Mais avant de commencer de parler du retour du festival après une absence de 7 ans quand même, je vais parler un petit peu de toi, ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas. On a aussi des auditeurs européens. Carniard, je lisais sur toi juste pour me rafraîchir un peu la mémoire, même si je te connais depuis longtemps. T'es un artiste multidisciplinaire, puis je pense qu'il n'y a pas d'autres mots pour te décrire. Mais mettons, toi, là, tu rencontres un Français dans la rue, là. Qu'est-ce qu'il fait, Carniard? Depuis 30 ans, qu'est-ce qu'il fait? Bien, premièrement, si je rencontre, mettons, un Français dans la rue, je ne dis pas que je m'appelle Carniard, je dis que je m'appelle Ornicard. Ah, voilà. Okay. Parce que Carniard, ça vient de « mais où est donc Carniard ?» Carniard, exact. Les conjonctions. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai découvert qu'en France, eux, c'était le « mais où est donc Ornicard ?» Fait que... Mais l'idée de base, en fait, quand j'avais même trouvé mon nom d'artiste à l'époque, là, ça fait là que ça commence à faire... Ça fait 30 ans. Au moins 30 ans de ça. Minimum, ouais. En fait, c'est parce qu'à l'époque, je faisais de la musique, je faisais de la BD. La gang de Flactarcola, à l'origine, on faisait de la bande dessinée. Je faisais de la musique aussi, de la bande dessinée, on faisait du cinéma. Tu sais, j'aimais toutes sortes de formes de création, si on veut, puis je n'étais pas capable de me positionner ni dans ma tête, ni dans ma carrière. Fait que c'était le fameux « mais où est donc Carniard? Il est où? Il fait quoi? » Ben, il fait n'importe quoi. Fait que Carniard se cherchait lui-même à cette époque-là, quand même. Oui, je me cherche encore. Hein. Je pense qu'on va se chercher toute notre vie. C'est une bonne chose. Tant mieux. Tant mieux. Ouais, ça fait qu'on calcaire pas puis on reste pas à la même place, mais on essaie des nouvelles affaires. Exactement. Je sais que Jake, qui est un membre de l'émission, disait que dans le temps, tu faisais aussi des groupes de BD, comme il y a des Drink and Draw qui à Montréal. Ça a beaucoup émergé dans les dernières années, 10 dernières années, avec le milieu de la bande dessinée au Québec qui a vraiment éclaté. Il y en a un plus longtemps, je sais, je suis au courant, mais dans les 10 dernières années, il y a une espèce de concentration qui s'est créée autant à Québec qu'à Montréal. Mais jadis, t'en faisais dans le temps. Tu faisais des événements BD. C'est-tu la BD que tu voulais faire à la base? Oui, j'ai toujours aimé faire la bande dessinée. Mais à travers mon parcours, il y a un moment où j'en ai fait beaucoup plus. J'étais membre d'un organisme qui n'existe plus maintenant à Québec, mais qui s'appelait la Société des Québec... La Société c'est quoi le nom? Donc? La Société des créateurs et amis de la bande dessinée, en affaire de même. OK. Ça fait longtemps aussi. Puis, je faisais partie de ce groupe-là, puis c'était bien le fun parce que tu rencontres plein d'autres BDistes. Tu n'es pas tout seul dans ta chambre ou dans ton bureau en train de dessiner. Puis c'est là que j'ai rencontré plein de copains qui sont encore mes copains aujourd'hui. Puis que c'est cette gang-là qui est devenue Flactarcola. Fait que Flactarcola, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est que nous, à cet endroit-là de bande dessinée, on faisait déjà des performances de bande dessinée dans des bars. On essayait de faire connaître. Tu sais, notre but, c'était de faire connaître la bande dessinée puis rendre ça cool. Tu sais. Fait qu'on fait de la BD en direct. Un peu toutes sortes d'affaires. Là. Et là, à un moment donné, on a eu la chance de faire une émission à la télévision communautaire de Québec pour faire la promotion de la bande dessinée de la région de Québec. Fait qu'on appelait ça Flactarcola. Alors là, on faisait la promotion de la bande dessinée. À l'émission, on avait des BDistes qui venaient, qui parlaient de leur travail. Puis dans les temps morts, on faisait des petits sketchs pour que l'émission dure une demi-heure. C'est fou, je me souviens, c'est comme une période qui est très... C'est en 95, je pense, de tomber sur Télécom 9, qui est une radio communautaire de Québec, si je me souviens bien. Mais même avant ça, ou peut-être en parallèle, là, pardonne-moi si ma mémoire me fait défaut, vous faisiez, pas que vous filmiez, puis vous mettiez carrément des VHS dans des clubs vidéo pour qu'on puisse louer votre show. Exactement. Mais ça, c'est punk en crise, là. Oui, c'est ça. C'est old school, mais c'était avec les moyens qu'on avait à l'époque, évidemment. Fait que... il n'y avait pas les réseaux sociaux pour se faire connaître non plus. On n'avait pas le choix. Il fallait passer. C'était avant YouTube. Il fallait vraiment qu'on passe par des supports physiques là, pour se faire connaître. On se promenait dans les rues, on donnait des tracts aux gens. Venez voir notre spectacle. On fait de la BD en direct. Venez au lancement de notre cassette. Notre cassette VHS qu'on signait sur place. Mais c'était une belle époque. C'était bien le fun. Puis, fait que on a fait de la télévision communautaire, mais Flactarcola, c'est devenu de plus en plus à travers les années juste des sketchs,
d'émissions informatives sur la BD. On s'est retrouvés à Télé-Québec. En tout cas, c'était des belles années. Puis après Télé-Québec, on a eu un beau petit, comment je pourrais dire, un fanbase qui est toujours resté assez fidèle. Puis, encore aujourd'hui, on parle de vous, là. Je veux dire, c'est pas comme si vous étiez oublié, là. Non, c'est ça. Puis, fait que, évidemment, après Philactère, on s'est séparés, mais on est tous restés des bons potes. Là. Ça ne s'est pas terminé en guerre. C'est juste que l'émission n'a pas été renouvelée. Puis ça faisait déjà, nous, une dizaine d'années qu'on faisait ça. Ouais. Fait qu'on s'est dit, écoute, je pense qu'on a tout envie de faire d'autres choses. Moi, la réalisation m'intéressait. En tout cas, c'est ça. Fait que j'ai roulé ma bosse. J'ai travaillé sur toutes sortes de projets. Aujourd'hui, je suis un peu plus tranquille dans ma carrière. Tu as une famille, tu es un papa maintenant. Puis, je suis un papa, puis j'ai fait une décision. Des fois, ça peut être, on peut l'accepter ou non. Des fois, on voudrait être un artiste là, puis vivre d'amour et d'eau fraîche toute notre vie, mais c'est quand même pas toujours facile. Fait que maintenant, je travaille à temps plein avec une équipe de com. Puis moi, je fais tout ce qui est vidéo, tout ce qui est MoGraph, tout ce qui est photo pour cette équipe-là. Puis c'est super le fun. Moi, j'adore faire ça. C'est sûr, c'est plus corporatif. Hein? C'est pas comme faire des sketchs de Philactère, mais je te dirais que même après Philactère, des trucs super buzzants, j'en ai pas fait tant que ça. Je prenais les contrats qui passaient. Fait que au final, ça revient un peu au même. Puis le plaisir dans tout ça, c'est que maintenant, je me casse moins la tête, mettons, au niveau de payer mon loyer. Fait que je peux me concentrer les fins de semaine puis continuer à tourner des trucs pour m'amuser avec mes copains puis sans me casser la tête, sans me faire de demande de subvention. Disons, je dirais que en même temps, ce que tu fais, c'est que tu focalises ton énergie aux bonnes places. La jeunesse faisait qu'on faisait beaucoup de choses en même temps. Même les mystérieux, dans le temps, on faisait une web télé, puis on faisait un podcast, puis on allait dans les événements. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai rien contre cette époque-là, mais puis je suis content de l'avoir faite parce que j'ai rencontré plein de monde grâce à ça, comme vous avez rencontré plein de monde grâce à Philactère Cola. Mais à un moment donné, il faut que tu focalises un petit peu ton énergie. Donc, c'est une période qui était... C'est quoi ton meilleur moment? Tu te souviens de cette période-là de Philactère, puis de ce moment-là où vous vous cherchiez, comme tu dis? Écoute, c'était quand même 10 belles années. Il y a beaucoup d'affaires. C'est sûr que moi, j'aimais bien quand on faisait des tournées, quand on faisait les tournées pour justement vendre nos cassettes. Là, quand on a fait une soirée au Fofone électrique à Montréal. Moi, c'était un bar mythique de mon adolescence, là, où j'ai vu plein de bandes punk. Puis, la dernière fois, d'ailleurs, on a pris une cuite, c'était là-bas avec toi. Oui, effectivement. mais avoir la chance d'être sur la scène pour présenter Philactère Cola, puis faire des sketchs live, puis montrer des sketchs à l'écran, puis les vendre, c'était quand même un rêve qui se réalisait dans un sens. Fait que ça, c'est vraiment des moments que j'aimais beaucoup. On a fait ça dans beaucoup de bars, dans beaucoup d'endroits, faire des soirées de lancement. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est sûr que Philactère Cola, c'est le faire avec mes chums, tourner les sketchs avec mes chums. Ça, c'était énormément le fun. On a tellement ri. On avait des costumes qui n'avaient pas de bon sens. On se lançait des ballons de faux sang pour faire des effets de balles de fusil. Mais, on faisait toutes sortes de niaiseries, mais qu'on créait par nous-mêmes parce qu'on n'avait pas de moyens. C'était vraiment le fun. C'est sûr que de regarder les sketchs par après, c'est des souvenirs, mais j'ai toujours trouvé ça moins drôle réécouter que de les faire. Que de les faire, oui, c'est ça. Ouais. J'imagine qu'en arrière-plan, il y avait pas mal de choses qui ne présentaient pas à la télévision ou sur les chaînes communautaires de Québec. Effectivement. Puis je te dirais, dernier bon souvenir, peut-être, là, ça vient de me popper dans la tête. Un bon coup, je trouve qu'on a fait, parce que quand l'émission elle a commencé à jouer à télé, t'as pas de réaction, tu sais pas, t'as pas des likes qui apparaissent sur le bord de la télé à Télé-Québec, tu sais pas si les gens aiment ça ou non, tu sais pas. Fait que l'idée qu'on a eue, c'est qu'on écoutait les émissions en direct dans un bar avec notre public. Ça, c'est hot. Fait que tous les mardis à 9h, on disait à nos fans, venez-vous-en. Fait qu'on écoutait tout le monde l'émission en direct. Fait que tout le monde l'écoutait pour la première fois. Puis après ça, on faisait des tirages. Après ça, on montrait des vieux sketchs qu'on avait fait dans le temps de Télécom 9. Puis ça virait en party. On rentrait tard quand on rentrait, puis c'était quelque chose. Ça, quand même, c'est drôle t'en parles, puis je peux pas penser au fait qu'il y a comme toute une communauté qui s'est créée autour de vous, comme il y a des communautés qui se créent aujourd'hui autour des Twitchers, des gens qui vont streamer. En ce moment, tu enregistres à partir de chez ton ami François Mercier, que je salue, qui stream aussi, il me disait. Donc, tu sais, il y a l'aspect communautaire dans le streaming, dans la mer. Tu sais, un projet comme ça ne peut pas juste être statique, tu peux pas juste diffuser, il faut que tu parles avec tes fans, puis bien tant mieux. Mais il y a quelque chose, puis c'est pas une insulte, là, mais très analogue dans comment vous fonctionnez à l'époque. Quand même, absolument. C'est hot. Là, vous liez ce contact-là, j'imagine, avec le public. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé. En fait, c'est vraiment le contact humain. Moi, c'est mon côté aussi. Mon côté, il est comme ça, vraiment, le côté être avec les vraies personnes, faire les vraies affaires. J'ai toujours préféré ça. C'est pour ça que dans mes meilleurs souvenirs de Philactère, c'est
quand je tournais les sketchs avec mes chums, c'est quand on faisait des happenings pour vendre nos cassettes ou pour écouter l'émission en direct. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Parce que sinon, je peux pas dire que mes meilleurs souvenirs, c'est quand je suis dans mon salon puis je l'écoute en direct, là, l'émission. Là, je les ai déjà vus 3-4 fois, les sketchs, quand on faisait le montage. Fait que c'est pas là qu'est l'intérêt. Là. D'ailleurs, une espèce de rétrospective, éventuellement, dans un bar, que ce soit à Québec ou à Montréal, ou disons les deux, ça pourrait pas être comme un petit projet parmi tant d'autres qu'on pourrait pousser prochainement. Il me semble qu'il y aurait matière à peut-être la couler douce encore une fois pendant une soirée. Oui, ça aurait pu être le fun. Ben, je te dirais que l'année passée, on fêtait les 30 ans de la télévision communautaire. Puis on s'entend, la télévision communautaire, on tournait en VHS. Hein? On tournait avec la caméra VHS qui était à peu près grosse de même, avec les grosses cassettes. L'image était dégueulasse. Ouais. Mais c'était l'époque. Puis c'était nos débuts. C'était notre école. Sure. Mais, parce que moi, je ne faisais pas de vidéo du tout avant ça. Je faisais de la BD, comme j'expliquais, puis un peu de musique. Fait que l'année passée, en fait, on fêtait les 30 ans de la télévision communautaire. J'en ai glissé un mot au gars. J'ai dit, est-ce qu'on essaie de le souligner d'une manière ou d'une autre? Mais finalement, on ne réussissait vraiment pas à faire fitter nos horaires pour faire quelque chose. Oui, la vie. J'étais un peu déçu, mais c'est de la faute à personne. C'est ça, c'est la vie. On est éparpillé un peu dans la province. Il y a les enfants, il y a toutes sortes de raisons. Fait que... Peut-être pour le 35e, voire le 40e anniversaire. Ouais. Si on est encore là, on verra. Les Mystérieux, ça fait 20 ans quand même. Fait que, tu sais, je veux dire, vous autres, ça fait bien avant nous autres. Ouais. 20 ans, c'est quand même pas rien. C'est une génération. Oui. Parle-moi-en pas. Puis ça fait déjà quand même plusieurs années de ça, mais on avait rencontré à un moment donné quelqu'un qui était venu à une table à un Comic-Con. Puis la personne a full réagi, puis c'était une belle dame, là, tu sais, ah, mon Dieu, les Mystérieux, ben oui, toute fière, là, toute contente de, ah, mon père vous adore. Je suis ouf, ça fait mal, ça, quand même. Mais là, ce qui m'épate, puis on va pour aller éventuellement vers Vitesse Lumière, tu vas y avoir des liens. Tu sais, comme tu parles, tu faisais de la BD, tu as appris la vidéo sur le tas, vous avez fini par faire aussi, des sketchs, plein de trucs en même temps. Mais c'est une époque où les technologies étaient moins accessible qu'aujourd'hui. Je me souviens des belles années de Space, par exemple. Puis sûrement Vitesse Lumière, c'était la même chose. Le mini-DV. After Effects, c'était un nouveau logiciel qui se contrôlait absolument pas bien. Il y a comme une courbe d'apprentissage là-dedans qui a dû avoir lieu au cours des années parce que c'était pas aussi facile, entre guillemets, radiophonique que dans le temps. Non. Ben, en fait, je te dirais, quand tu parlais d'After Effects, les mini-DV, fait, je te dirais qu'il y a eu un point tournant à ce moment-là. On parle de la fin des années 90, dans le coin de 97 peut-être, que moi j'ai appelé ça, ou plusieurs ont appelé ça une petite révolution numérique. Okay. Parce qu'avant ça, on était, je le disais, en VHS, où tu tournais en Super 8, où tu tournais avec des grosses Betacam, où tu tournais avec du gros matériel qui coûtait cher. C'était difficile. Et là, quand il y a eu l'arrivée de je me souviens, moi, mon premier iMac, qui ressemblait à une grosse sorte de grosse goutte bleue. Oui, je l'ai eu, moi aussi, c'était beau. Mais on pouvait brancher un câble Firewire là-dessus avec une petite caméra directement, faire du montage directement sur cet ordi-là, en mini-DV. Et ça a commencé à tout changer. Et c'est là qu'il commence à avoir une explosion de courts-métrages. C'est à peu près à cette époque-là que Kino est arrivé aussi, que Spasm est arrivé, Vitesse Lumière, on en parlera tantôt, que soudainement, il y avait un flot de films qui commençait à se faire. Les gens étaient capables de se faire des films par eux-mêmes avec une qualité potable, parce qu'avant ça, il fallait prendre 2 lecteurs VHS puis brancher ensemble, puis fait que les cotes n'étaient pas tout le temps top. Là, ça changeait tout. Corrige-moi si je me trompe, mais aussi, quand le Firewire est arrivé là, pour connecter les fameuses mini-DV, non seulement on pouvait voir le preview de ta mini-DV directement, ton montage directement sur ta mini-DV, mais il fallait que tu fasses jouer ton film ou tes séquences pour les numériser. Il n'y avait pas moyen de les transverser, non? Directement en mini-DV? Je pense que tu as raison. Là, c'est un peu flou, ouais, c'est ça. Je pense que tu as raison. Là, au début, c'était en temps réel. Là, fait que, mettons, tu as fait 1 heure de vidéo, il fallait que tu attendes 1 heure que ça rentre dans ton ordi. Mais c'était quand même, malgré tout, tellement. C'était tellement révolutionnaire. Moi, j'adorais ça. Là. Oui. Je me souviens des premières mini-DV, c'était comme de shit. Là. On s'entend qu'on a tous trippé sur la XL1 dans le temps, l'espèce de grosse caméra blanche de Sony qu'on voulait tous. Puis finalement, si on parle de la qualité aujourd'hui, ça avait absolument rien à voir avec ce qui s'en venait. Maintenant, on a ça dans nos poches, hein? Téléphone cellulaire compris. Écoute, justement, je vais faire le pont avec les courts-métrages parce que 97, je pense, c'est la première édition du festival Vitesse Lumière, à Québec. Et je lisais votre mission statement.
On parlait de mettre de l'avant les courts-métrages à une époque où il y avait, puis c'est vrai, là, on s'en souvient pas, là, peut-être pour les plus jeunes, mais il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Vimeo, il n'y avait pas de plateforme en soi centralisée aussi importante qu'aujourd'hui. Donc, il y avait une volonté de faire une place pour le court-métrage. Donc, tu as été témoin, j'imagine, d'une certaine montée de désir de vouloir présenter ces trucs. C'était quoi qui était là à Québec avant Vitesse Lumière? Est-ce qu'il y avait des événements ici? Il y avait quelques affaires. Ouais. Ben, en fait, il y avait quelques affaires, puis c'est là, en fait, que la plupart des festivals, en fait, de films, comme même déjà à l'époque Québec Cinéma, qui s'appelait les Rendez-vous du cinéma québécois à l'époque, présentaient surtout du long-métrage, en fait, parce que du court-métrage, ils s'en faisaient pas beaucoup. Je pense que dans toute leur programmation, à l'époque, il y avait juste une programmation de court-métrage. C'était des films qui avaient été faits avec des subventions, des films de l'ONF, tout ça. Puis aujourd'hui, il y a peut-être 15 programmations de court-métrage maintenant au rendez-vous. Là. Mais à l'époque, quand tu faisais un court-métrage, parce que c'était notre cas, on faisait nos sketchs de Philactère, mais on faisait d'autres affaires. Puis on se disait, oui, mais on les présente tous, ces films-là. Comment que c'est possible de les présenter? Surtout quand c'est des films, justement, qui n'ont pas eu de subvention, puis que c'est un film d'horreur, ou que c'est un film de science-fiction, ou que c'est un film weird ou gore. On les présente tous, ces films-là. Il y avait... Moi, il manquait de la diffusion pour mes propres projets. Fait que, puis à Québec, il y avait quand même quelque chose déjà qui était bien, qui s'appelait Vidéaste recherché à l'époque. C'était un concours. Fait qu'eux, ils présentaient de tous les styles. Fait que c'était pas un festival de films d'horreur. Là. C'était vraiment un festival de court-métrage en général, de la relève. Puis ça, c'était bien, mais moi, je sais pas, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus funky. Oui. Puis là, j'ai eu une idée, en fait... Je vais te faire l'histoire longue rapidement. Vas-y. C'est qu'en fait, il y a un bar qui s'ouvrait à Québec qui s'appelle Le Scanner, pour ceux qui viennent des fois à Québec, qui aiment le beat un peu plus rock ou plus punk. Là. Le bar Le Scanner dans Saint-Roch. C'est lui qui ouvrait ça, le propriétaire Normand. C'est un bon chum. Il me dit « Hey, Carniard, moi, je viens d'ouvrir ce bar-là, puis il y a un écran en haut avec un projecteur, puis tu cherches de quoi à projeter là-dessus. Je suis preneur. » Fait que là, j'ai comme peut-être, Calibine, on pourrait présenter nos courts-métrages, puis je pourrais partir à un festival. Fait que dans le fond, c'était comme une opportunité qui s'est décidée sur le fly en parlant au bar. Puis j'ai fait, comme on va faire une soirée de festival. Fait que ça a commencé comme ça. Puis l'année d'après, on est allé dans une salle un peu plus grande parce que son bar est très sympathique, mais il n'était pas assez grand. Ouais. Il a fallu faire 2 projections. En fait, on a fait une supplémentaire. Fait que c'était comme ça. Le festival a grossi comme ça chaque année, pendant plusieurs années, à partir de 97. Oui. Yep. Il y a toujours de volonté, c'est une question de mettre de l'avant des films d'horreur, fantastique, science-fiction, gore et compagnie, où il y avait comme une autre mission. Est-ce qu'au départ, c'était juste l'idée on va mettre de l'avant des courts-métrages, ou l'idée de mettre en scène du genre faisait toujours partie de l'ADN du Ça a toujours fait partie de l'ADN. Qu'est-ce qui... Puis là, c'est une question un peu méta, puis je veux pas que tu te mettes les pieds dans les plats. Je sais pas si tu présentes des trucs à la SODEC prochainement, mais qu'est-ce que tu penses qui fait que au Québec, et c'est une question qu'on se pose malheureusement depuis très longtemps au Mystérieux, le genre, même si consommé par les Québécois, Québécoises, on dirait qu'il est moins mis de l'avant dans nos institutions. Il faut des festivals comme SPAS, il faut des festivals comme Vitesse Lumière pour justement qu'il y ait une tribune. Kino, c'en est une aussi, là, je ne sais pas que ça n'existe pas, mais c'est genre des événements niche. Pourquoi c'est comme ça? Oui. Écoute, ça ne me gêne pas du tout d'en parler. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Puis il y a plusieurs raisons. Hein. C'est comme n'importe quel problème. Là. Il y a plusieurs facteurs, en fait. J'ai déjà fait partie des tables rondes sur la même question là, quelques fois, là, justement, au rendez-vous, puis tout ça. Puis l'affaire, en fait, il y a 2 choses. C'est que on sait que le film fantastique, ça pogne au Québec. T'sais, on le voit, Space, mais Fantasia, c'est plein. Vitesse Lumière, Les Belles Années, c'était plein. Il y a un public pour ça. On le voit même à la télé, des affaires comme Stranger Things, Game of Thrones, ça fait partie des gros shows. Fait qu'il y a un public. Par rapport au Québec, il y a un public aussi. La seule affaire, c'est qu'on dirait que puis il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui en font, là, parce qu'on en reçoit à Vitesse Lumière. Oui, d'ailleurs, vous allez ouvrir le festival avec un film de Rémi Fréchette, là, qui est un film de genre, si c'en est pas un. C'est un long-métrage trash, comédie trash, gore. En tout cas, c'est cool. En fait, les institutions sont plus frileuses, en fait, pour financer ce genre de court-métrage et long-métrage-là, et séries aussi. Puis il y a plusieurs raisons, en fait. Il y a la première raison que moi, je suis plus ou moins d'accord, mais la première raison, souvent, qui vont sortir, ces institutions-là, c'est l'argent. Ça va coûter cher, ça va coûter trop cher et tout ça. Effectivement, si tu veux faire d'une,
Oui, ça va coûter trop cher, mais faire un film d'horreur, tu peux en faire un avec une bouteille de ketchup, là, je veux dire, c'est pour de vrai, avec un bon éclairage, une bonne idée, tu peux vraiment faire un film d'horreur. Fait que je pense qu'il y a un petit peu de mauvaise foi. Mm-hmm. C'est vraiment... Ça, c'est personnel, ce que je dis là. Je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi. C'est pas du mauvais monde, là, évidemment, les institutions, là, mais je pense qu'ils n'aiment pas trop ça, en fait, les films de genre. Puis il faut dire qu'aussi, au Québec, on a comme une culture du documentaire. Puis moi, j'adore le documentaire. On a une culture de documentaire. Puis notre cinéma, notre vraiment nouveau cinéma là, qui a émergé dans les années 60, là, avec le cinéma vérité, tout ça, c'était quelque chose qui était collé sur le documentaire, puis c'est fait partie de notre évolution tranquille, puis c'est extraordinaire. Mais à cause de ça, on dirait qu'on n'ose pas rentrer dans l'artificiel. Ouais. Je ne sais pas si tu me suis. Non, je comprends. C'est comme si... dans une sorte d'inconscient inconscient collectif, je ne sais pas comment dire. Là. Mm-hmm. C'est comme si on ne veut pas aller vers l'artificiel. Puis je me souviens très bien d'avoir été dans des tables rondes puis parler de ce sujet-là. Puis des gens qui me disent « Ah, mais non, mais ça, c'est pour les Américains, le film fantastique. C'est pas pour les Québécois. Ça ne nous appartient pas, cette culture-là, la culture du cinéma fantastique. » Je dis « Attention, on a une longue culture, nous, d'histoire de monstres, de démons, de créatures la chasse-galerie, Colin. Ça fait partie de notre culture. Ça fait peut-être pas partie de notre culture cinématographique, mais ça fait partie de notre culture. Fait que je pense que nous, les réalisateurs, les réalisatrices, on est les nouveaux raconteurs de fantastique. C'est comme juste le médium qui a changé, mais les gens, ils aiment encore ça, de se faire raconter des peurs. Ils ont encore envie d'être émerveillés. Fait que moi, je pense pas qu'il faut tasser ça du revers de la main parce que c'est pas réaliste. Il y a moyen de raconter des histoires très puissantes avec le fantastique, puis même que le fantastique te permet d'aller dans des zones, des fois, que le cinéma vérité pourrait pas aller. Juste un exemple, un de mes films préférés, c'est Being John Malkovich, dans la tête de John Malkovich. C'est un film fantastique, mais il va dans des zones qu'un film, mettons, plus standard ne peut pas aller. Mm-hmm. Puis on s'entend, il n'est pas... Being John Malkovich ne met pas en scène un Superstar Destroyer qui coûterait je ne sais pas combien de millions à animer. C'est drôle parce que l'argument, j'entends l'argument du financement, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est sûr, si tu veux faire un combat intergalactique, ça ne marchera pas. Ça, on s'entend tout là-dessus. On est d'accord. Mais si tu regardes une série, puis là, ça date quand même comme référence, mais une web-série comme Projet M, où ils ont recréé dans un entrepôt d'Éric Piccoli, ils ont recréé dans un entrepôt une station spatiale. Ouais. Puis là, tu fais comme, mon Dieu, le décor est digne d'une station qui pourrait être dans un film de Star Trek. Ou, là, j'exagère à peine, mais au niveau direction artistique, tu regardes ça, puis tu regardes un genre de interstellaire. Il y a une différence, évidemment, mais elle n'est pas si grande que ça. Elle n'est pas si éloignée que ça. Fait que peut-être que ça fait des récits plus intimistes, à moins grand déploiement, mais ça peut se faire ici au Québec. Ça peut se faire. Le talent, c'est sûr qu'on n'en manque pas. On a des super bons directeurs artistiques. On est des travaillants au Québec aussi. Il faut se les donner les bons coups. Là. On est du monde travaillant. Puis on peut faire vraiment des beaux décors. On peut faire de la belle direction artistique. On a des bons réalisateurs. On a des bonnes réalisatrices. On a des bons scénaristes. On peut vraiment faire des séries, des films fantastiques, le fun, différentes, le faire avec notre saveur, faire plus avec une bonne idée qu'avec des bons trucages. On est capable de faire ça. Moi, j'en suis convaincu. Après ça, il reste... de toute façon, je le vois à vitesse lumière, passe. Oui, c'est ça. Je le vois ce qu'on reçoit. On a des films cette année tellement tripants, tellement une bonne idée que des fois, je me dis, mon Dieu, que j'aurais aimé ça l'avoir cette idée-là avant. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça que j'aime. Il reste rien que maintenant d'avoir peut-être un petit peu plus de courage avec nos institutions puis qui se permettent d'essayer d'essayer des nouveaux projets. On en voit une fois de temps en temps un court-métrage qui passe dans les mailles de la SEDEC, mettons, là, avec un côté fantastique. Puis c'est le fun. C'est le fun ou ascendant, genre, moi, j'ai vu récemment dans le cadre de Space, d'ailleurs, une web-série, l'intégralité qui s'appelait Mockbank, de Kevin T. Landry, je pense que c'est son nom, qui est quand même ancré dans une certaine... c'est presque c'est de l'horreur par moment, là, en fait. Oui, c'est ça. Ça flirte avec le genre, puis ça aussi, on aime ça. C'est parfait. Ouais. Moi, j'aime bien quand ça sort un peu des sentiers battus, quand on propose de quoi de différent, qu'on propose de quoi de nouveau. Juste pour parler tantôt, justement, qu'on se demandait par rapport au film fantastique québécois, à un moment donné, j'ai fait un constat que j'ai trouvé un peu triste. Pendant une période, j'étais membre votant des prix IRIS. Oui. Qui est lié au Québec Cinéma, justement. C'est le Québec Cinéma, les prix IRIS. Puis, fait que je recevais un lien pour pouvoir écouter tous les films que j'ai pas été voir en salle. Puis, j'ai fait un constat qu'il y a à peu près en moyenne une 50aine de longs métrages québécois par année qui sortent.
Ça, c'est une affaire que beaucoup de monde ne sont pas au courant. Là. Non. Ça peut être 45, ça peut être même des fois jusqu'à 60, mais tu sais, environ une cinquantaine par année. Puis sur les 50, je te dirais qu'il y avait peut-être 3-4 comédies. Puis on dirait que tout le monde a juste parlé de ça pendant l'année, puis ils pensent qu'il y a juste des comédies qui sont sorties. Mm-hmm. Des fois, il y a un film famille, des fois, peut-être 1 an sur 2. Puis des fois, 1 an sur 2, tu vas peut-être avoir un film fantastique ou à caractère fantastique, tu vas en avoir un des fois. Mais sinon, le reste, tu as quand même une quarantaine, 42, 43 drames. Ouais. Puis on aime ça, les drames, mais c'est de valeur qu'à la majorité, ça soit ça qu'on offre au public. Puis après ça, les gens, ils se plaignent, ouais, mais il me semble, les films québécois, c'est tout le temps des drames. Quelque chose de démoralisant, la famille, c'est ça, on regarde le lac, ça se passe dans la cuisine. Je sais, là, j'exagère, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il en faut absolument. Mais en fait, il faut une variété. Comme dans la vie, on vit une variété d'émotions. Absolument. On ne vit pas que du drame dans notre vie. On rit, on a peur, on est émerveillé. Puis je pense que le cinéma québécois, il doit nous proposer tout cet éventail-là aussi. Mais tu as eu éventail d'émotions. Tu as eu la chance en 2000... écoute, j'étais à Fantasia à l'époque, je travaillais pour Fantasia. Je pense que c'est 2016, vous aviez présenté Feuille morte, qui était un genre de post-apo. On était dans les grosses années, je dis pas que c'est ça que vous avez calqué, mais on était dans les grosses années de The Walking Dead. Ça commençait là, à la télévision, c'était bien fort. Puis il y avait clairement des vases communicants de Walking Dead et Feuille morte. Mais justement, vous l'aviez approprié Keb. C'était pas, il n'y avait pas une horde de zombies là, qui se dirigeaient vers vous, mais on sentait que c'était un monde qui était québécois, post-apo. Vous avez réalisé un des 3 segments. Ce projet-là, en fait, j'aurais dû te poser la question à l'époque. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de t'en parler, mais étiez-vous surpris que ça a été financé quelque part? Parce que, je veux dire, c'est pas un projet qui est... Puis, tu sais, il y a Roy Dupuis dedans. Là. Roy Dupuis dans un post-apo. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui. On était financé, mais c'était un financement spécial. C'était dans le cadre de ce qu'il appelait un micro-budget. C'était Téléfilm Canada qui donnait cette subvention-là. Puis, on n'avait même pas de scénario à donner. À déposer. En fait, c'est un bon gros pitch, on s'entend, là, avec un synopsis détaillé d'où ce qu'on s'en allait, c'était quoi l'histoire. Fait qu'en gros, ils savaient très bien ce qu'on faisait. Sure. Mais après ça, ils ont accepté. Puis là, on a foncé, on a écrit le scénario, on est allé chercher Roy Dupuis et ainsi de suite. Là. Roy a embarqué, même si son salaire, c'était une poignée de cacahuètes, comme on pourrait dire. Oui. Fait que tout le monde a été payé au minimum de ce qui était possible de payer avec l'Union des artistes, avec les syndicats. C'est sûr que le film, il look comme une bombe atomique. C'est pour vrai, vous avez choisi vos plans, ça paraît, là. Oui, c'est ça. Le film, il est beau, il est pas gênant, il est vraiment cool, mais on le fait avec 250 000 $ environ. Wow. Fait que c'est pas beaucoup pour un long métrage, on s'entend. Fait que on pourrait pas refaire ça très souvent parce que on s'est épuisé beaucoup, tout le monde là-dessus, parce qu'on prenait les bouchées triples. C'est ça, je me suis demandé, parce que tu as fait un court-métrage par la suite, je pense que c'est en 2022 qui est sorti. Puis, 2022, L'homme au masque de fer, ça se peut-tu? Ah non, lui, il date plus que ça, c'est 2011, lui. 2011, OK, donc c'est avant le court-métrage. Mais depuis, tu n'as pas fait donc de long-métrage. Est-ce que c'est là? On arrête là? Tu ne reviendras plus au long-métrage? Non, c'est pas impossible. C'est juste que j'ai pris une pause, comme je disais, pour plusieurs raisons. Des raisons de famille, des raisons un petit peu avec ce qu'on a parlé tantôt. Tu sais, j'étais sur un projet de long-métrage fantastique que j'ai déposé 2-3 fois, puis là, on a des refus. Puis là, il vient un temps que je ne sais plus quoi changer dans le scénario. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends. Puis j'avais déjà vu une sortie publique, Philippe Falardeau, là, qui avait fait une sortie similaire, qui disait c'est parce qu'on me demande de réécrire. Tu sais, ça fait comme 4 fois qu'on me demande de réécrire, puis je ne sais plus quoi changer. Puis moi, c'est un peu le même constat. À un moment, je fais, le projet commence à plus me ressembler du tout. Fait que j'ai comme pris une pause. J'ai comme fait, je vais attendre. Peut-être que je le ressortirai, je le relirai éventuellement, puis je vais me venir de quoi. Mais là, on dirait que je suis bloqué. Je ne sais pas quoi faire. J'ai comme l'impression que pour un artiste, ce qui est pire, c'est pas tant le fait qu'il faut que tu réécrives, mais c'est quand le projet te ressemble plus. Parce qu'un artiste, il faut que ça soit lié émotionnellement à ce que ça crée, sinon t'es un faiseur. Oui, encore là, il y a plusieurs façons de voir ça, parce que c'est évidemment, ceux qui financent, quand même, ils veulent avoir un mot à dire, puis c'est normal. Les producteurs veulent avoir un mot à dire. Il y a plusieurs personnes qui veulent avoir un mot à dire. Fait que c'est juste que il y a peut-être des scénaristes qui gèrent mieux ça. Moi, je me rends compte que je le prends peut-être un peu trop personnel aussi. Je connais mes forces et mes faiblesses aussi. Là, fait que c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que je suis mieux d'y aller juste avec mes projets personnels que je fais sur le side, puis je les fais à ma façon, puis j'ai du fun comme ça. T'sais. Revenons d'ailleurs à ça. Grosse période, là,
97, le lancement de Vitesse Lumière. On a, je pense, Space qui, si je me souviens bien, le 25e anniversaire. Donc, 2001, ça a été lancé. Ils vont célébrer leur 25e anniversaire à l'automne prochain. C'est quand même... Cette période-là était vraiment bouillonnante d'un désir de présenter du cours québécois de genre, quelque chose d'alternatif. C'est encore très présent, mais il y avait quoi de... Là, c'est une expérience qui est hyper subjective, mais quand moi, j'ai découvert au festival... il y avait quoi de très punk dans l'idée de voici ce qu'on fait, puis il n'y a pas de compromis là-dedans. Avec les bouts qui dépassent, avec les bouts qui sont pas tout à fait ronds, mais c'est comme ça qu'on veut ça parce qu'on l'assume pleinement. Depuis, comment justement le festival a changé au fil des années, comment Vitesse Lumière s'est assagi ou transformé depuis la première édition jusqu'à temps qu'il prenne une pause en 2019? Oui, ben en fait, c'est sûr que le festival a vraiment beaucoup bougé à travers le temps. L'équipe a grossi. Au début, la première édition de 97, c'était moi tout seul. Puis déjà, à partir de la deuxième année, mais tu sais, en même temps, c'était dans un bar, c'était à la bonne franquette, là, vraiment. Mais quand même, pour quelqu'un qui fait de l'événementiel, un petit peu de temps de side, je sais à quel point ça prend de l'énergie ça prend de l'énergie du temps. Mais tu sais, j'ai compris rapidement qu'il fallait que je me monte une équipe. Fait qu'à travers les années, après, je me suis monté une équipe. Puis là, on est allé dans des salles de plus en plus grosses pour se rendre. Je vais y aller assez rapidement, mais on a fini par se retrouver au Musée de la Civilisation à Québec. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même un très gros musée, un très beau musée. Oui. Ils ont fini par nous accueillir dans leur hall d'entrée. Fait que quand le musée ferme à 5 heures, nous, on arrivait à 5 heures, on installait les écrans, les décors. Et là, les gens étaient dans le hall d'entrée. Fait que peut-être 500 personnes qui regardaient des films d'horreur. Fait que ça, c'était vraiment, je voudrais, l'âge d'or de Vitesse Lumière, que c'était vraiment le fun, c'est très ça allait bien. Particulier aussi comme ça. On est à côté de... Je pense qu'il y a comme une espèce de bateau ou quelque chose là, comme dans le fossé à côté. Un bateau de Basque, je pense. Là, un vieux bateau qui date devant Christophe Colomb ou Jacques Cartier. Oui, c'est ça. Il y a quoi de la Nouvelle-France qui est là, puis on prend de la bière à côté. Est-ce qu'on devrait être là? Tu sais, le Festival de BD de Québec, pardon. Oui, c'est ça. De la BD de Québec. Oh mon Dieu, le chat. Oui, Festival de Louis, Québec, oui. Voilà, merci. Accueille aussi les gens dans cet endroit-là et c'est très particulier de festoyer dans un musée, de fêter dans un musée. Fait que ça, c'est les grosses années de Vitesse Lumière, tu dis. C'était l'âge d'or, en fait. C'était vraiment l'âge d'or qui a quand même duré assez longtemps. Je dirais de 2004 jusqu'à 2014. Mm-hmm. C'est juste que moi, je vis à Québec présentement. Je suis originaire de la région de Québec. Surtout quand j'étais ado, j'étais à Lévis. J'allais à la polyvalente de Lévis. Shout-out à Lévis. Oui. Fait que, sauf que c'est que il y a un moment que je suis décidé d'aller vivre à Montréal après Philactère. Fait qu'en 2005, j'ai déménagé à Montréal. Et là, je continuais à faire Vitesse Lumière à distance. Fait que je descendais les fins de semaine pour rencontrer l'équipe. Mais tu sais, l'équipe était quand même bien rodée à ce moment-là. Ouais. Fait que je descendais pour faire des réunions. J'arrivais pour le festival. J'animais les soirées. Fait que toute la machine fonctionnait assez bien. Puis là, dans le coin de 2012, j'avais un jeune enfant. Puis là, j'y arrivais plus. M'occuper de mon jeune enfant, être à Montréal, faire mes contrats, faire Vitesse Lumière à distance, j'y arrivais pas. Fait que j'ai sorti de Vitesse Lumière à ce moment-là. Okay. Puis le festival, lui, a continué. Il a continué jusqu'en 2019. 2019 est la dernière fois que tu disais que tu étais venu au show pour annoncer c'est ça. la fin. Sauf que je continuais à venir au festival, je continuais à animer certaines soirées, j'étais toujours un peu là, mais j'étais vraiment plus dans l'organisation. Puis aussi, ce qui a fait mal un peu au festival, c'est qu'il y a eu des coupures de subventions. On a réussi à avoir des subventions, entre autres de la Ville de Québec. Puis à partir de 2014 environ, on a eu des coupures de subventions. Et ça l'a fait mal parce que plusieurs milliers de dollars de moins. On ne parle pas de 100 000 $. Là, on parle de des trucs comme 10 000, 15 000 $. Puis on ne va pas s'endetter à faire un festival. Là. C'est très idéalement, non. Puis déjà qu'on fait tout ça bénévole, tout le monde, on le fait vraiment pour l'amour du cinéma. Fait qu'un manque à gagner comme ça a fait qu'on ne pouvait plus rester au musée. Même si on nous faisait un excellent deal sur la salle, il fallait quand même payer les techniciens, il fallait quand même payer plusieurs trucs, des infrastructures. Fait que le CA qui était là à ce moment-là, à partir de 2014, ils ont changé de salle plusieurs fois, dans des salles un peu plus petites. Puis aussi, on sentait aussi peut-être qu'il y avait une petite fatigue du public. Pourquoi exactement? C'est quand même un peu difficile à dire. C'est peut-être aussi avec l'arrivée de YouTube, de toutes sortes de trucs qui fait que les gens vont un petit peu moins en festival. Fait que quand je suis revenu à Québec, après mon aventure à Montréal, je suis revenu à Québec en 2019. Là, avec la dernière édition de Vitesse Lumière, qui avait été un petit peu plus difficile, je me suis assis avec le CA, puis on a décidé d'un commun accord d'arrêter Vitesse Lumière à ce moment-là. Oui.
Sauf que là, c'est ça, l'année passée, on dirait que j'ai eu un gros blues. Puis, c'est ça, je me demandais, parce que selon le communiqué que vous avez envoyé cette année pour la 19e édition, ça a été quand même 7 ans en pause, mais vous dites, c'est ça, en pause, c'était suspendu. Aviez-vous déjà l'idée que ça pourrait revenir? J'avais pas l'idée que ça allait revenir nécessairement. Quand on avait arrêté en 2019, puis là, la COVID est arrivée quelques mois après, là, ça a comme fait « Oh boy, non! Ouais. » Mais là aussi, à l'époque, j'étais un peu plus insécure au niveau du boulot. T'sais, évidemment, il y a la COVID, ça l'a pas aidé. Là. Ça, c'était vraiment une catastrophe pour tous les gens qui travaillaient dans l'événementiel, dans le culturel, dans le cinéma, tout ça. Fait que c'était quand même une période difficile. Mais là, c'est ça. Là, depuis que j'ai mon nouveau boulot, puis c'est surtout, en fait, avec l'arrivée d'une salle comme le Cinéma Beaumont, où on va présenter Vitesse Lumière. Quand j'ai découvert cette salle-là, j'ai fait « Ah, ben, sais-tu que... » ça serait peut-être une bonne opportunité pour relancer Vitesse Lumière. C'est une toute petite salle, un peu comme le Moderne à Montréal. C'est vraiment tout petit. On parle de quoi, une trentaine, soixantaine de places? Une cinquantaine de places. 50 places, OK. Mais l'écran est malade mental. Là. La projection est top. Parce que ça, pour moi, c'est l'affaire la plus importante. C'est que quand on fait une projection de film, qu'on est entouré d'amateurs de cinéma, de gens qui aiment le cinéma, il faut que la qualité soit bonne. En plus, que c'est la paye des réalisateurs, des réalisatrices, c'est de voir leur film d'une bonne qualité. Tu sais. Fait que quand j'ai vu cette salle-là, j'ai fait « Ah ben mon Dieu, je pense que pour une petite soirée le fun », d'ailleurs, j'ai fait un test l'année passée, j'ai fait ma fête dans cette salle-là, où j'ai présenté comme un pot-pourri de mes meilleurs courts-métrages aux amis, plusieurs courts-métrages qu'ils n'avaient pas vus. T'es en train de tester. Mes collègues de travail, tout ça. C'était une super belle soirée, on a eu du fun, puis ça m'a comme fait, OK, ben, je pense qu'il y aurait moyen de ramener Vitesse Lumière. On s'entend que ça ne sera pas la portée que ça avait au Musée de la Civilisation, c'est beaucoup plus petit, mais pourquoi pas, pour s'amuser. Puis si ça fonctionne bien, on verra. On verra qu'est-ce qu'on fait. Puis en 7 ans, depuis la dernière édition, en 2019, c'est quoi comment ça a évolué au niveau des films que vous avez reçus, que vous avez regardés? Est-ce que, déjà là, en 7 ans, toi, tu as vu parce que j'imagine quand on a le nez dedans, c'est une chose de constater l'évolution, mais en 7 ans, est-ce que tu as remarqué quelque chose dans les films? Ben, j'ai remarqué 2 affaires. Ben, premièrement, c'est sûr que, mais ça, on remarque à chaque année, là, c'est la qualité de production qui augmente toujours parce que les caméras sont toujours de plus en plus performantes. Même les téléphones sont de plus en plus performants. Fait que ça, là-dessus, on voit une différence. C'est sûr. La grosse différence que j'ai vue cette année, c'est que les gens ont commencé à faire des films plus longs qu'avant. T'sais, avant, on recevait beaucoup des 5 minutes, des 10 minutes, on en recevait beaucoup. Et là, je te dirais que la majorité des films qu'on a reçus, c'était des 10 minutes en montant, des 15 minutes, des 20 minutes, des 18 minutes. C'est vraiment ça qu'on recevait le plus. Fait que ça, c'est ma grande surprise, mais je pense que ça vient d'un besoin d'essayer de raconter une histoire avec plus de... Comment je pourrais dire? Avec plus de matière, parce qu'évidemment, raconter une histoire en 5 minutes, c'est cool. C'est pas évident. Puis, sauf que souvent, raconter une histoire en 5 minutes, c'est un punch. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait un crescendo, il faut qu'il y ait une fin ambiguë, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que tu restes un peu en haleine ou en suspens. Puis ça, c'est comme des fois où je pense que c'est la force des fois des courts-métrages aussi sa faiblesse. C'est que si tout repose sur un crescendo, mais que ce crescendo-là est pas bon, le reste, on dirait qu'il tombe à plat. T'es foutu. Ouais. Puis c'est vraiment ça. Parce que le court-métrage, c'est ça. T'as un crescendo, t'as un punch. Fait que t'amènes tout ton monde vers ton punch. Puis fait qu'en 5 minutes, ça se fait assez bien. Mais pour ceux qui veulent de quoi d'un petit peu plus en profondeur, ben, d'aller en 15 minutes, des fois, ça va aider. Ça peut être aussi... Oui, excuse-moi. J'allais dire, qu'est-ce que vous recherchez dans vos films? Parce que je sais que chaque festival a un peu ses orientations. Bien sûr, il faut qu'il y ait de l'horreur, de la sci-fi, ce genre de choses-là. Mais qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui fait que vous allez sélectionner un film, vous allez le présenter? OK, ça va faire partie de notre sélection. Ben, c'est sûr que là, cette année, c'est une petite édition. Fait qu'on n'a pas comme plusieurs soirées de projection. Là. On a une soirée en compétition officielle, 9 courts-métrages. Plus un rappel le lendemain. Il y a une supplémentaire. Ben, en fait, la soirée du samedi est déjà sold out. Là, présentement, c'est complet. Mais cette projection-là, elle est représentée le dimanche après-midi. Il reste des places. Fait que ça, c'est cool. En fait, moi, ce que j'aime, c'est sûr que j'essaie de monter une programmation que moi, j'aimerais voir en salle. Je pense que la plupart des créateurs, en général, que ce soit un musicien ou autre, tu essaies de te plaire à toi en premier. Tu es ton premier public. Fait que j'essaie de faire de quoi qui va me plaire. Mais ce que j'aime, c'est surprendre, surtout quand je suis surpris par un court-métrage, quand je suis émerveillé, quand je fais des sauts. Il faut qu'il y ait de quoi. C'est sûr que c'est une histoire que j'ai déjà vue 1000 fois. Il faut vraiment qu'elle soit racontée différemment parce que sinon, il y a plus ou moins d'intérêt à le présenter.
Puis, ce que j'aime, c'est la variété. Fait que moi, je suis quelqu'un qui aime ça vraiment, comme les soirées de tapas, là, qu'il y a plein de trucs à manger différentes là, sur une table. Là. Moi, j'adore ça. J'aime mieux ça que de manger un gros bol de pâtes pendant 1 heure de temps, que c'est tout le temps les mêmes pâtes qui goûtent la même affaire. J'aime ça quand il y a plein de saveurs différentes. Puis c'est la même chose avec les courts-métrages. Je trouve ça cool quand tu as plein de saveurs. Et là, vraiment, c'est très varié, la soirée qu'on a. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que c'est goûteux comme soirée, la soirée du 28? Est-ce que tu dirais que ta soirée, les goûteuses? Les goûteuses en tabarouette. Oui, il y en a pour tous les goûts. Puis je m'attends à ce que peut-être des fois, qu'il y a du monde qui me dise « Ah, celui-là, j'ai trouvé trop long, peut-être, un petit peu moins aimé. » C'est bien correct. Je veux dire, c'est comme sur une table. Il y a plein de choses à manger. Ça se peut qu'il y ait une affaire que tu aimes moins, mais tu as plein d'autres affaires pour te rabattre, tu sais. Puis ce que j'aime entendre, c'est quelqu'un qui va dire « Ouais, peut-être celle-là, je l'ai moins aimé, mais pour un autre, ça va être son préféré. » Puis en même temps, il va dire, mais telle autre affaire à côté, par exemple, c'est l'affaire la meilleure que j'ai jamais mangée. Tu sais. Fait que je pense qu'il faut le voir à travers une soirée, il faut le voir comme ça. Tu sais, il y en a qui vont être contents, d'autres pas contents. Il y en a qui vont tout aimer, mais moi, je l'assume complètement. Dans tous les cas, tu me donnes faim, autant au niveau du court-métrage que de la bouffe. Donc, le festival revient les 27, 28 et 29 mars prochains. C'est cette semaine, c'est la fin de la semaine. Donc, parce qu'on est le lundi 23. Sinon, juste pour dire que le festival commence avec un nom que les gens des Mystérieux, qui suivent les Mystérieux Étonnants, connaissent parce que, encore une fois, tout le monde se connaît puis il y a juste 42 personnes dans la vie. Mais le long-métrage de Time Man de notre ami Rémi Fréchette, avec qui je fais Bifurcation, le podcast pour les membres Patreon des Mystérieux Étonnants, projeté, est-ce que c'est la première fois à Québec ou peut-être la deuxième fois à Québec? La première fois. C'est techniquement la première fois. En fait, Rémi m'a contacté quand il a su que je relançais Vitesse Lumière. Il m'a contacté. Il a fait « Hey, c'est cool! » Rémi, c'est quelqu'un de très enthousiaste. Oh oui! Puis on l'adore pour ça. Puis il est très talentueux. Il y a plein de belles qualités, hein, le petit maudit. Oui, puis, oui c'est le petit maudit. Oui, c'est Puis dans le fond, c'est ça. C'est qu'il me dit « Hey, Carnière, c'est cool! » Moi, il y a mon film Time Man que j'aimerais présenter à Québec. Puis le Beaumont serait intéressé à le présenter, mais on cherche un bon moment. Penses-tu qu'avec Vitesse Lumière? Puis là, j'ai fait, Calibine, oui. Je voulais commencer petit, mais présenter son film à travers Vitesse Lumière, il est déjà tout prêt. Ça ne me fait pas comme une programmation à préparer non plus. Une surcharge de travail, si on veut. Ça arrivait comme un cadeau. Mais ça fit aussi, je trouve, avec votre festival. Parfaitement. Ouais. Non, moi, je suis très content. Ça va être notre soirée d'ouverture. C'est notre soirée d'ouverture après 7 ans. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Puis on va la faire participative. Fait que les gens dans la salle, on va leur demander de... il va y avoir des indications au début de la des indications, un peu comme dans les belles soirées de McFly et de notre ami Jared Mann. Exact. Ça va être un peu dans le même genre. Fait que les gens vont avoir des indications pendant la soirée, ils vont avoir des trucs à faire. Fait que ça va être bien le fun. Mais c'est tout petit, hein. Comme je disais, c'est une salle, on va être 55 personnes environ dans la salle. Fait que ça va être vraiment familial, ça va être le fun. Ça va être intime. C'est sûr qu'il va savoir ajouter justement à l'expérience. C'est quand tu sens le public avec toi, surtout dans ce type de cinéma-là, pour les gens qui n'ont pas vu Time Man, c'est penser à un film psychotronique qui se passe. Il y a beaucoup d'inspiration de Darkman, entre autres, de Sam Raimi, qui est hyper violent, comique, caricatural. Il y a un petit peu de roadkill là-dedans. Il y a un petit peu de tout. Puis c'est très keb en même temps. Puis les gens qui suivent la carrière de Raimi, vous allez le reconnaître. Tout ça badigeonné, je dirais, d'une trame sonore incroyable, jazz, fusion. Ouais. C'est malade. D'ailleurs, pour l'anecdote, puis Rémi en avait parlé quand il était venu à l'émission, mais c'est une trame sonore qui a été faite live alors que le film jouait pour le band. C'est vrai. Et je trouve que c'est à s'y méprendre. J'aurais pas cru que c'était improvisé de cette manière-là. C'est vraiment fantastique. Donc ça, c'est le 27. 28, soirée court-métrage. Cette fois-ci, on parle de 9 courts-métrages au total. 9 courts-métrages de genre, de tout genre, comme je disais tantôt. Vraiment soirée tapas avec toutes sortes de saveurs. Des saveurs de zombies, des saveurs de science-fiction, des saveurs de sexe même, mais de sexe fantastique. De la saveur. Fait qu'il y a beaucoup de saveurs. Fait que, oui. Excellent. Cinéma Beaumont, tu disais que la soirée, par exemple, du samedi soir, elle est complète? Elle est complète depuis tout à l'heure, en fait. Et, génial, OK.
Oui. Mais il y a un rappel le lendemain après-midi, par contre. Il y a un rappel de exactement la même projection le dimanche après-midi. Fait que pour ceux qui veulent voir la programmation, c'est possible. Moi, j'aime ça aller voir des films l'après-midi. Moi aussi. Parce que cool. je suis rendu un vieux monsieur qui s'endort à 9h. Fait que moi, quand je peux voir des trucs tôt, ça m'arrange en même temps. Tu vois, ça serait parfait pour toi. Ça serait parfait. Oui, j'aurais aimé ça venir, mais là, c'est ça. Moi, j'ai deux problèmes. D'un, j'habite à Montréal, puis je ne conduis pas. Fait que ça, je n'ai pas de permis à l'âge avancé de presque 45 ans. Et ça se conclut le dimanche 29 avec un cabaret Kino. Donc, des films qui ont été réalisés en 24 heures. Y a-t-il une thématique? C'est films fantastiques, c'est ça? C'est en plein ça. Puis écoute, ça reste toujours, je te dirais, à travers toutes les années de Vitesse Lumière. On a commencé ça en 2004, je crois, à faire des cabarets, parce que j'étais moi-même membre du mouvement Kino avec François Mercier, avec Eddie 69, Edouard, tout ça. J'aimais beaucoup Kino. Je me disais, faire un Kino thématique, film fantastique, film d'horreur. On leur donne pas un thème précis. C'est juste, faites un film d'horreur, de science-fiction, faites ce que vous voulez. En 48 heures. Fait qu'ils vont commencer le vendredi, à peu près en même temps que Time-Man. Le vendredi à 5 heures, il y a une réunion, ils commencent à faire leur film, puis le dimanche soir, on les présente. Fait que j'ai aucune espèce d'idée de ce que je vais voir. Fait que ça va être encore une soirée tapas, mais c'est pas moi qui l'ai cuisiné. Ah, super! Là, tu me donnes encore plus faim. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un petit party de clôture après tout ça? Est-ce que vous allez chacun aller de votre bord ou vous allez peut-être clôturer bien? Oui, c'est sûr. Mais ça aussi, ça fait partie du délire de Vitesse Lumière. C'est que je m'arrange tout le temps pour que les réalisateurs ne soient pas abandonnés eux-mêmes quand ils viennent à Québec présenter leur film. Fait qu'on s'arrange. D'ailleurs, samedi, il y a un 5 à 7 avant la projection, mais ça, c'est ouvert à tous. Là. Tout le monde peut venir faire un tour, venir rencontrer les réalisateurs, venir prendre une bière avec nous, parler de cinéma fantastique. Souvent, c'est l'occasion où on est plein de geeks ensemble et on parle de nos... Ouais, les geeks, on a matière à parler, je pense. On est trop enthousiastes. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations pour le festival, acheter des billets pour les soirées encore des billets, l'adresse du site internet, c'est vitesselumière.ca, vitesselumière.ca. Est-ce qu'il y a un truc, Carnière, que tu voudrais rajouter avant qu'on se laisse? Est-ce que tu veux remercier, peut-être donner le highlight sur ton équipe, quelque chose qu'on n'a pas couvert? Effectivement, tu sais, quand on parlait que j'avais fait le premier Vitesse Lumière tout seul, puis là, moi, quand j'ai essayé de relancer ça au Beaumont, je suis parti un peu en... Moi, j'ai un petit côté cowboy, là, des fois, qui calcule pas tout. Je suis pas un calculateur. Fait que je suis plus un émotif. Fait que je disais, je relance Vitesse Lumière, mais j'ai pas trop pensé à mon affaire. J'ai pas d'équipe, rien. Puis finalement, j'ai des amis qui ont embarqué dans le délire avec moi. Fait qu'on est une petite équipe, l'équipe Le Noyau dur, si on veut. Il y a PH de Biès qui a embarqué avec moi. Il y a François Mercier qui a embarqué avec moi aussi. Ça, je l'apprécie vraiment énormément parce que j'arriverais fucking pas tout seul. Aussi, dans ceux qui me donnent un fier coup de main, il y a mon chum Yves Barry, Brasil de Philactère, qui a fait le site web parce qu'il a fallu qu'on reparte à zéro. Hein? On n'avait plus rien. La vitesse lumière, c'était à la poubelle, puis on commence à zéro. C'est comment je pourrais dire, c'est revenu de ses cendres, comme le Phoenix, comme qui est le logo, en fait, comme l'illustration de votre festival sur l'affiche cette année. Exactement. Excellent. Écoute, Carnière, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir parlé encore une fois de Philactère Cola avec nous, puis de ton passé, puis parler du festival. Je trouve que c'est incroyable que du monde comme toi, comme Jarrettman, comme du monde de Fantasia, ils mettent beaucoup de cœur pour présenter des choses qu'ils aiment, puis je pense que ça prend énormément de jus de coude, puis d'énergie, puis beaucoup plus que les gens peuvent s'imaginer. Fait qu'il en faut des gens comme toi et ton équipe pour pouvoir pousser. Question comme ça, on va te laisser. Là, je sais qu'on est dans le 2026. Est-ce que tu penses qu'il y aura un 2027 ou ça va dépendre? Pour le festival. En fait, quand je me suis lancé dans l'aventure, je me suis pas lancé dans l'aventure en me disant Vitesse Lumière, c'est reparti pour toujours. En fait, j'aimerais ça. Je vais juste te faire l'allégorie que je dis à tout le monde. C'est que je compare ça un peu à comme sortir mon vieux skidoo. Mettons, j'ai un vieux skidoo qui traîne depuis 7 ans dans le garage. Peux-tu mettre ça dans le cours? Je le sors du garage, j'essaie de voir s'il fonctionne encore. OK? Puis, fait que s'il fonctionne encore, si je suis capable de faire du kilométrage avec, si j'ai du fun, oui, je ferai un bon bout de chemin. Mais si, honnêtement, le public est pas au rendez-vous, si la salle ne sont pas pleines, si on perd de l'argent, beaucoup, si je perds 100$, c'est pas grave, mais tu sais, si je perds 2000, 3000$, si je sors avec une dépression, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'autres, tu comprends, il n'y aura pas d'autres années. Fait que je souhaite que ça se passe bien parce que j'aimerais ça, l'année prochaine, on fêterait les 30 ans de la création.
en 2027. Puis on fêterait la 20e édition. Fait que les as sont alignés pour que ça soit un méga party. Génial, de tapas. De tapas. Puis quand tu descendras, oui, je descendrai cette fois-ci. Mais tu sais, que les as sont en ligne, que ce soit le fun l'année prochaine, mais que ça va dépendre un peu de comment ça va se passer cette année. Okay. Là, j'ai du fun parce que je fais ça avec mes amis, puis je trouve ça stimulant, puis ça me sort un petit peu de ma routine de travail. Puis j'adore ça. Puis je vois beaucoup d'enthousiasme autour de moi, tout le monde qui est content que ça revienne, puis qu'il y a un festival à Québec de films fantastiques, parce que ça manquait dans la ville. Yeah. Sauf que, avant de m'engager sur la suite, je veux juste voir comment que ça va aller cette année. Ouais. Parfait. Festival Vitesse Lumière, pardon. Allez-y, check it out. Allez voir ça. Merci, Kanya. Ça fait plaisir.